En tant que personnage principal de The Mandalorian, l'histoire de Din Djarin a été étoffée à travers divers projets, ce qui a permis à certains éléments absurdes du personnage de passer entre les mailles du filet. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Même en tant que l'un des meilleurs personnages de Star Wars, Din Djarin a encore plusieurs éléments de son histoire qui ne correspondent pas ou qui n'ont tout simplement pas encore été correctement expliqués. Avec une histoire encore très mystérieuse, il n'est pas étonnant que des éléments du personnage n'aient toujours aucun sens, même après une demi-décennie et plus. Toutefois, il est important de noter que presque tous les personnages majeurs ont également des éléments absurdes dans leur propre histoire. Ces éléments ne doivent pas nécessairement alourdir le personnage, mais peuvent à terme être des opportunités d'exploration plus approfondies, permettant de corriger ces éléments au fil du temps. C'est certainement le cas pour ces choses qui n'ont aucun sens chez lui depuis le début de son histoire jusqu'à maintenant. Il est bien établi dans la saison 1 que Din Djarin doit rester caché à tout moment. Dans le chapitre 3, Paz Vizsla s'adresse à Din Djarin et à l'armurière pour lui faire part de ses doléances concernant le partenariat de Din avec le client impérial et leur rappelle qu'ils ne sont autorisés à sortir du sol que un à un temps. Cela permet à leur nombre de rester cachés afin de ne pas laisser des soupçons sur ce groupe qui a survécu à la Grande Purge. Comme le dit l'armurière, notre secret est notre survie. Malgré cela, Din Djarin va très souvent à la surface. En fait, il est rarement sous terre dans les tunnels, à part les deux occasions où il fabrique une nouvelle armure. Il vit essentiellement dans son vaisseau de combat, accomplissant ses tâches de chasseur aux primes pour gagner suffisamment d'argent pour la nourriture, le carburant et d'autres produits de première nécessité. Comment alors est-il possible pour ses compatriotes mandaloriens d'aller à la surface? L'un d'eux est-il autorisé à le faire une fois que Din a quitté la planète pour un nouveau travail? Si ce n'est pas le cas, Din Djarin a certainement ici un avantage aérien. Un autre élément bien établi du caractère de Din Djarin est sa règle du casque, qui lui interdit de le retirer devant d'autres êtres vivants. Din fait bien savoir dans le chapitre 4 qu'il s'agit d'une règle qu'il respecte fidèlement et que personne n'a vu son visage depuis qu'il est un enfant. Il est inflexible dans cette croyance, prêt à sacrifier les nécessités si cela signifie s'y tenir. Malgré cela, il y a un cas dans ce même épisode où Din risque de montrer son visage à beaucoup d'autres personnes. Après que la fermière Omera apporte à Din Djarin un repas à manger en privé, elle pose l'assiette devant une grande fenêtre, à travers laquelle il peut surveiller Grogu, qui est rejoint par Omera et sa fille Winta. Il ne s'agit cependant pas d'une fenêtre à sens unique. En s'asseyant à cet endroit et en retirant son casque pour y manger, Din a mis son visage à la vue de tous les passants. De toute évidence, il s'agit d'un cadre destiné à servir uniquement pour la série, mais cela reste toujours absurde que Din risque de révéler son visage de cette façon. Les jetpacks font partie des ensembles d'armures mandaloriennes depuis que Boba Fett a été introduit pour la première fois, bien qu'ils aient certainement varié au fil des ans. Cela rendait curieux que Din Djarin n'ait pas son propre jetpack, car il brandissait à la place un fusil blaster à impulsion de phase Amban qu'il gardait attaché à son dos, en plus d'une cape. Dans le final de la saison 1, Din reçoit finalement un jetpack, quelque chose qu'il a exprimé son désir d'avoir à la fin du chapitre 3. Depuis, cela a soulevé diverses questions. Lorsque l'armurière donne à Din Djarin son jetpack, elle demande s'il a été formé dans le Rising Phoenix, et Din répond par une affirmation, tout en précisant que sa formation a eu lieu lorsqu'il était un jeune garçon. Cela n'a donc aucun sens qu'il doive attendre jusqu'à ce moment précis pour obtenir son jetpack. S'il avait déjà été formé à son utilisation plusieurs années auparavant, il se pourrait que seuls les Mandaloriens qui ont gagné leur saut puissent utiliser des jetpacks, mais cela semble être une exigence vraiment étrange. Pourquoi Din n'a-t-il pas pu utiliser son jetpack après avoir terminé sa formation nécessaire ? Plus récemment, Din Djarin a laissé perplexe le public lorsqu'il a exprimé son désir de retourner à la chasse aux primes, même s'il n'avait plus son vaisseau de combat. Le chasseur stellaire N1 a certainement été une mise à niveau amusante, beaucoup comparant la transition entre les vaisseaux pour papa échangeant leur mini-fourgonnette contre des voitures de sport. Il est clair que la destruction du Razor Crest était initialement censée signifier l'éloignement de Din de la vie de chasseur de primes, mais maintenant, les plans ont changé, il n'y a aucun moyen pour que le N1 puisse y intégrer des primes. Mais il semble que Star Wars se prépare à rectifier cette situation en teasant le retour d'un Razor Crest dans le film. Après avoir montré le vaisseau dans des séquences de films exclusives lors de la D23 de cette année, ce n'est clairement pas le même que celui que Din Djarin avait avant, puisque celui-ci a été réduit en cendres, mais il pourrait être un bon remplacement pour l'original. Pourtant, Din est encore loin d'obtenir un Razor Crest au moment de cette demande, et a clairement l'intention d'utiliser son N1, ce qui n'est tout simplement pas possible pour un chasseur de primes.
En parlant de vaisseaux, Din Djarin attend longtemps avant de se procurer le chasseur N1, après la destruction du Razor Crest. Bien que la chronologie soit assez confuse, grâce aux informations contradictoires de Star Wars et des créateurs de Mandalorian, on peut supposer avec certitude qu'environ un an s'écoule entre les événements du final de la saison 2 et du livre de Boba Fett, dont cette dernière sert d'intermédiaire entre les saisons 2 et 3. Lorsque le public revoit Din Djarin pour la première fois, il utilise les transports en commun juste avant d'obtenir enfin son N1. Cette décision n'a pas vraiment de sens pour Din Djarin étant donné que rien ne l'empêchait d'acheter ce vaisseau plus tôt. Bien que certains puissent affirmer que Din devait effectuer davantage de tâches de chasse aux primes pour obtenir les crédits nécessaires à un achat, le travail effectué par Din au début de l'épisode montre clairement qu'il troque contre des informations et non de l'argent. Il a obtenu une grosse somme de crédits pour avoir confié Moff Gideon à Cara Dune et à la Nouvelle République. Il aurait certainement dû pouvoir obtenir son vaisseau de remplacement beaucoup plus tôt avec cet argent. L'une des parties les plus emblématiques du personnage de Din Djarin est qu'il n'a aucune idée de qui sont les Jedi, ce qui est certainement rare de voir dans Star Wars. Avec autant d'histoires centrées sur les Jedi, les personnages ont toujours semblé connaître les soldats de la paix de la galaxie, même s'ils n'étaient que de simples légendes. Din n'a aucune idée de qui ils sont ni ce qu'ils font, et l'armurière doit lui raconter leur brève histoire lorsque elle charge de réunir Grogu avec les Jedi dans le final de la saison 1. S'il est clair que les enfants de la garde ont laissé Din Djarin dans l'ignorance de beaucoup de choses, y compris de la propre histoire de leur groupe, les Jedi semblent être quelque chose de trop important pour que Din ne le sache pas. Ce sont les Jedi qui ont finalement dévasté la surface de Mandalore pendant les guerres Jedi mandaloriennes, et en tant que groupe qui défend l'ancienne voie des Mandaloriens, il va de soi que Din aurait connu leurs anciens ennemis. Bien qu'il soit logique que Din ne connaisse pas les Jedi lorsqu'il était enfant dans la bordure extérieure, il aurait dû les connaître en tant que guerrier mandalorien. La saison 2 s'est terminée d'une manière qui a amené de nombreux téléspectateurs à imaginer une suite de l'histoire très différente de ce qui a finalement été. Et peut-être l'un des plus gros rebondissements était que Din Djarin n'a jamais pu réellement maîtriser le célèbre sabre noir. Introduit pour la première fois dans The Clone Wars, le sabre est une lame célèbre avec une histoire riche, dont aucune n'implique que les utilisateurs aient des difficultés à la manier en raison de son poids. Bien que Sabine Wren ait besoin d'un entraînement intensif de la part du Jedi Kanan Jarrus, elle ne lutte jamais comme Din Djarin l'a fait. Cela signifie que Din Djarin a été le premier à avoir ce problème, et dans le contexte de l'histoire plus large de Star Wars, cela n'a pas vraiment de sens. Il y avait certainement des utilisateurs du sabre qui n'auraient pas dû mériter de manier cette lame, de Dark Maul à Moff Gideon. Pourquoi alors n'ont-ils pas lutté avec le sabre noir et son poids ? Si elle a toujours été censée être de retour entre les mains de Bo-Katan Kryze, alors pourquoi Gideon n'a-t-il pas lutté avec cette arme dans son combat contre Din Djarin ? Malheureusement, cela ressemble plus à un effort visant à défaire Din Djarin en gagnant l'arme rétrospectivement. L'un des plus grands mystères du personnage de Din Djarin entoure la nature de son nom, qui a commencé par quelque chose qu'il a dit dans le final de la saison 1. Après que Moff Gideon ait révélé son nom lors de son discours d'arrivée sur Nevarro, Din informe Greef Karga et Cara Dune qu'il peut identifier Gideon sur la base du fait que l'Impérial était un commandant lors de la Grande Puce de Mandalore. Selon Din, le seul enregistrement de sa famille a été enregistré sur la planète Mandalore, ce qui est le seul moyen par lequel Gideon aurait pu obtenir de telles informations. Au début de la saison 3, Din Djarin dit à Grogu qu'il n'est jamais allé à Mandalore car il a été élevé sur une lune mandalorienne de Concordia. Après l'exil de la Death Watch à Concordia, avant l'ère de la guerre des clones, cela a également du sens pour le groupe de Din car ils sont une émanation directe de ce groupe. Cet exil aurait rendu très improbable que le nom de Din ait jamais été enregistré sur Mandalore car son peuple n'y serait pas le bienvenu. Le fait qu'il n'y soit même pas allé lui-même rend les choses encore plus déroutantes. Poursuivant la confusion autour du nom de Din Djarin, il comporte d'autres éléments absurdes qui n'ont pas encore été correctement expliqués. Din indique clairement dans le final de la saison 1 que son nom est rare à entendre et qu'avant que Gideon ne l'annonce sur Nevarro, personne ne l'avait prononcé depuis qu'il était enfant. Malgré cela, son nom est prononcé par l'armurière plus tard dans l'épisode et à mesure que la série continue, davantage de personnes commencent à utiliser son nom. Fennec Shand présente même Din sans qu'il lui dise son vrai nom. Pour rendre les choses encore plus confuses, le nom de Din Djarin lui-même a été quelque peu compliqué par son adoption de Grogu dans le final de la saison 3. Grogu est considéré comme Din Grogu après que Din ait officiellement pris Grogu comme son propre fils, même si beaucoup s'attendaient à ce qu'il devienne Grogu Djarin. Il existe plusieurs théories sur le nouveau nom de Grogu et pourquoi, mais rien ne peut effacer à quel point les téléspectateurs étaient initialement confus à propos du propre nom de Din après avoir entendu cela. On ne sait toujours pas vraiment si Din est réellement le nom de famille de Din ou non par opposition à Djarin. Jusqu'à présent, la partie la plus absurde du personnage de Din Djarin est sa volonté de revenir sur la croissance qu'il a accomplie au cours des saisons 1 et 2. Cela reste un sujet plutôt brûlant à ce jour, certains fans insistant sur le fait que cela est tout à fait logique et que Din cherche à se faire expier pour avoir retiré son casque, mais la plupart conviennent toujours que c'était une mauvaise décision que Din revienne sur ses actions.
La saison 2 a surtout développé la relation de Din avec les Mandaloriens qui pouvaient retirer leur casque, ce qui semblait plutôt encourager à faire de même pour lui. Plutôt que de se pencher là-dessus et de laisser Din explorer une voie mandalorienne en dehors de la sienne, le livre de Boba Fett et la saison 3 doublent la mise en faisant presque mourir Din pour gagner son pardon et son expiation pour avoir retiré son casque. La saison 3 est la première de toute la série à ne présenter aucune scène sans casque au grand dam des téléspectateurs. Et pire encore, Bo-Katan obtient la permission de l'armurière de retirer son casque parce qu'elle parcourt les deux mondes. Mais apparemment, Din Djarin ne peut pas faire de même, ce qui a été une grande déception. Peut-être parce que ce n'est pas Pedro Pascal sous le masque. Des incohérences qui n'ont aucun sens. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.